Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à notre 14e, je crois, web conférence. Vous êtes de plus en plus nombreux, de France, de Belgique, de Suisse, nos partenaires que je salue, pour aujourd'hui partager et échanger autour d'un sujet que l'on a voulu un petit peu décaler, mais vous allez voir en parfaite cohérence avec vos besoins, vos réflexions en matière managériale et d'organisation. Je veux parler de penser mieux, travailler moins. Et pour échanger sur ce sujet, Gaël Alain. Gaël, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Gaël qui est docteur en psychologie cognitive avec lequel nous travaillons depuis plusieurs années dans le cadre de nos réflexions et de nos travaux sur la gestion du stress, gestion du temps, l'organisation. Et Gaël qui va nous partager un certain nombre de travaux et de réflexions. Peut-être d'abord donner une explication quant à ce titre, penser mieux, travailler moins. Est-ce que tu deviens le coach d'un présidentiable? Est-ce que tu es le coach de nos camarades de la CGT? Qu'est-ce que signifie penser mieux, travailler moins? Alors, penser mieux, travailler moins, il y a effectivement une petite relation avec un certain homme politique. Quand j'ai commencé à écrire un livre lié aux éditions Erol qui s'appelait Penser mieux, travailler moins, c'était effectivement la période sarkozyste, voire post-sarkozyste, mais j'ai traîné un petit peu pour finir la rédaction, du coup, voilà. Mais Penser mieux, travailler moins, avant tout, c'est un titre qui est tout à fait en adéquation avec la manière dont notre cerveau fonctionne. Donc, il ne s'agit ni de propagande politique, ni de faire l'éloge de la CGT. Il s'agit juste d'essayer de mettre en adéquation le fait qu'il n'y a aucune relation au niveau cognitif, au niveau cérébral, entre l'effort que l'on fournit et le niveau de performance auquel on accède. Bien souvent, sans faire l'éloge de la fainéantise intellectuelle, bien souvent c'est le contraire. Moins on fait d'efforts et plus on est performant. Écoute, je crois que tu es un grand sportif, toi, Philippe. Tu fais du triathlon, c'est ça? Tu es passionné par ça? Confirme. J'imagine que tu pourrais nous parler de triathlon pendant une demi-heure, de manière hyper détaillée, très pertinente, percutante, intéressante, sans te fatiguer beaucoup. Si, au contraire, tu essayais de nous parler d'un truc que tu aimes moins, je sais pas. La comptabilité. Ah, la comptabilité, j'aurais pu deviner. Et bien là, tu te mettrais en quelque sorte à ramener beaucoup plus vite, donc à fournir beaucoup plus d'efforts, mais sans pour autant arriver à un niveau d'analyse et de pertinence très très intéressant. Donc peut-être que la bonne nouvelle déjà pour commencer, c'est qu'il n'y a pas d'effort direct, il n'y a pas de lien direct entre la quantité d'efforts consentis et le niveau de performance auquel on accède, d'où le titre. Alors, ceci étant précisé, il y a derrière cette notion de confort une notion de charge mentale. De quoi s'agit-il? Alors, la charge mentale, peut-être, voilà, on va commencer par ça. C'est important de bien comprendre que quelles que soient les activités que l'on réalise, que ce soit des activités purement intellectuelles, des activités physiques, tout ça mobilise au final des réseaux de neurones. D'accord? Quand on perçoit des informations avec les yeux, notre nerf optique va stimuler une zone tout à l'arrière de notre cerveau, là, dans le lobe occipital. Quand on traite l'information avec les oreilles, de manière auditive, on stimule des aires auditives qui sont pas très loin des oreilles, c'est plutôt bien fait, et ainsi de suite. Quand on réfléchit, quand on fait des calculs, on stimule le lobe frontal tout à l'avant du cerveau, et on a par exemple des aires motrices là en bleu, que vous voyez à peu près à l'aplomb de la colonne vertébrale. Mais voilà, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait mobilise des réseaux de neurones, et tout ça serait parfait si ce n'est que ça a un coût, c'est-à-dire que cette mobilisation, elle consomme des ressources, du glucose notamment, et que par moment, il n'y a plus suffisamment de ressources pour réaliser tout ce que l'on souhaite faire. En quelque sorte, la limite, c'est que c'est la taille, par exemple, de notre cerveau. Ça fait la slide suivante, c'est qu'à l'heure actuelle, ça fait déjà un petit moment, ça fait quelques temps, on en est grosso modo au stade Homo sapiens à 1300, 1400 cm3 utiles. Et ça limite quand même nos capacités de traitement et ça pose quelques problèmes, notamment dans ces univers hyper sollicitants en termes d'information, notamment d'information numérique, dans lesquels on vit à l'heure actuelle. Cette charge mentale, elle est équitablement répartie entre tous les individus? Alors absolument pas, dans la mesure où peut-être que pour exprimer les choses clairement, il n'y a pas deux cerveaux identiques. Chacun a un cerveau différent, chacun a une manière de traiter l'information qui lui est propre.
Et du coup, voilà, on doit forcément composer avec ça, avec des avantages et puis des inconvénients, des stratégies que certains mettent en place, d'autres, enfin voilà, ça dépend vraiment des individus. Est-ce que je peux entraîner mon cerveau? Est-ce que je peux améliorer des capacités naturelles, comme on peut le voir à travers quelques livres, quelques exercices qui sont proposés? Est-ce que je peux faire grossir une capacité, grandir une capacité? Alors, c'est difficile de répondre à cette question. Moi, j'aurais tendance à répondre non. Alors, je sais que j'aimerais bien pouvoir vous répondre oui, mais c'est assez difficile. La problématique de l'entraînement intellectuel, de l'entraînement cognitif, c'est la généralisation des effets. C'est-à-dire que si on s'entraîne, on va spécialiser, voire hyper spécialiser sur une activité particulière, et c'est pas pour ça qu'on perdra moins ses clés au final, d'accord? Donc, l'intérêt quand même de l'entraînement, c'est malgré tout de faire en sorte qu'on automatise un certain nombre de procédures et que les automatisants, elles deviennent moins coûteuses en termes de ressources intellectuelles. Alors, on peut peut-être se livrer à une, enfin, je sais pas, à titre d'exemple. Alors, on nous fait signe à la technique. Une question de Gwenola qui nous interroge: est-il vrai qu'à jeun, on se concentre mieux? À jeun? À jeun, sans rien manger. Sans rien manger. Comme pour une prise de sang. Oui. Alors, c'est pareil, très difficile de répondre. À ma connaissance, voilà, moi j'ai pas de réponse particulière. Je suis désolé. Je dis pas qu'il n'y a pas de données scientifiques, je dis que je ne les connais pas. Voilà, je pense que ça dépend vraiment des gens, surtout. Il y a une question d'habitude. Après, c'est clair qu'il y a tout un tas de théories qui montrent que les effets positifs du jeûne, de la méditation, on en parlait tout à l'heure en caméra, qui sont tout à fait intéressants et qui montrent qu'il y a un effet en termes de mobilisation des ressources attentionnelles, etc. Mais c'est aussi vraiment lié à des questions d'habitude. Il y a des gens qui fonctionnent très mal quand ils ont faim. Moi, je vais en faire partie. Je suis assez gourmand, je dois l'admettre. Et du coup, voilà, j'ai besoin. Le cerveau, c'est aussi un gros consommateur. Hein, on peut peut-être enchaîner là-dessus, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un cerveau humain, ça pèse entre 1,5 kg et 2 kg, et cette petite partie de notre corps va consommer 20% de l'énergie métabolique. C'est énorme. Hein. En termes de ressources, c'est le plus gros consommateur. D'où quand même l'intérêt de nourrir, de se nourrir de manière équilibrée et surtout correctement, voire suffisamment riche en glucose, puisque le cerveau consomme essentiellement du glucose. Voilà, donc 20% de l'énergie de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, est consommée par le cerveau. Et peut-être plus intéressante encore par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que parmi ces 20% d'énergie consommée par le cerveau, il y a 80% d'énergie qui est consommée à des moments où on n'est pas en focalisation attentionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la grande majorité de l'énergie consommée par notre cerveau l'est à des moments où on n'est pas en train de s'intéresser spécifiquement à quelque chose. En gros, dans le monde de l'entreprise, c'est un petit peu toutes les informations toutes les situations dans lesquelles, qui sont un peu proscrites, dans lesquelles on rêvasse, dans lesquelles notre cerveau a tendance un petit peu à divaguer, et évidemment toutes les phases de notre vie dans lesquelles on dort. Ça veut surtout dire... On ne dort pas au bureau. On ne dort pas au bureau. On ne doit, soi-disant, pas dormir au bureau. Peut-être que par moment, on pourrait se permettre, pourquoi pas, une petite sieste, ou en tout cas, des moments dans lesquels on n'est pas en train de solliciter son attention. C'est vraiment important, ce point-là. Ça veut dire que quand nous, on a l'impression qu'on ne fait rien, on n'est pas en train de s'intéresser spécifiquement à quelque chose, puis notre cerveau va traiter des informations, il fonctionne vraiment comme un fou pendant cette période-là. Notamment, il va replacer toutes les infos, il va faire des liens entre les informations antérieures, des informations nouvelles, etc. Et si, dans des univers ultra sollicitants, notamment au niveau numérique, avec tout plein d'outils, des gadgets qui font bip bip, etc., on n'a plus jamais de moment pour soi. À moyen terme, ça se traduit vraiment par une baisse significative de la performance. Je traduis de manière opérationnelle quotidienne. Je suis devant mon ordinateur, je suis sur Facebook,
Est-ce que ça, c'est un moment de détente qui va me permettre de me régénérer? Alors la pause Facebook, la pause réseau social, est-ce que c'est un moment de détente? Là encore, ça dépend. Ça dépend vraiment de ton propre état d'esprit. Si tu décides en conscience d'aller sur Facebook parce que tu as envie de te divertir via un réseau social, c'est tout à fait un moment de détente, puisque c'est une démarche proactive de ta part. Si, à contrario, c'est par habitude que dès que tu as 2 minutes, tu vas sur ton smartphone, sur Facebook ou sur n'importe quelle autre application, un jeu, mais que c'est complètement un automatisme, à ce moment-là, tu ne mets plus ton cerveau dans ce mode par défaut. C'est complètement l'environnement qui, à nouveau, va te solliciter sans que tu aies aucun contrôle là-dessus. Du coup, on n'est plus du tout dans une pause vertueuse, entre guillemets, du point de vue de la détente et de la relaxation intellectuelle. Donc, ce qui permet de détendre, de se régénérer et d'éviter justement la surcharge, c'est le fait de décider l'action. C'est vraiment le caractère proactif des traitements qu'on fait sur l'information. C'est le fait de décider en conscience ce que l'on traite ou ce que l'on ne traite pas, alors qu'on vit dans un univers ultra sollicitant où de toute façon on est stimulé en permanence par beaucoup trop d'informations par rapport à ce qu'un cerveau est capable de traiter. Est-ce que ces creux ludiques, ces pauses, ces moments à soi que l'on décide pour se régénérer, est-ce que on a une idée du nombre dans une journée de 8 heures moyenne, combien faut-il s'accorder de pauses pour se régénérer suffisamment selon toi? Alors, c'est là encore très variable, hein. Il y a beaucoup de réponses un peu de ce type-là, mais c'est vrai qu'on est quand même sur des éléments assez subtils. Ça dépend aussi beaucoup des gens, ça dépend du type d'activité que l'on réalise. C'est-à-dire, si on est sur une activité ultra sollicitante avec une grosse charge intrinsèque, c'est-à-dire voilà, une activité qui nécessite mentalement de mémoriser plusieurs informations, de combiner des infos, il faut bien se dire qu'une plage de concentration, ça peut durer 20 minutes, pas plus. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut éprouver le besoin, au bout de 20 minutes, d'avoir un petit moment de détente, et c'est tout à fait bénéfique en termes de performance sur la durée. A contrario, si on est sur une activité beaucoup plus routinière, que l'on a pu automatiser de manière assez importante, eh bien là, on aura besoin de moins de pauses, puisque la tâche en elle-même sera beaucoup moins coûteuse en termes de ressources. Alors, tous ces éléments nous amènent à ce que tu appelles une situation de surcharge mentale. Quelle définition et comment ça se met en œuvre, comment ça se constate, cette situation de surcharge mentale? Alors, les situations de surcharge mentale sont pas, là encore, tout le temps évidentes à mesurer. L'idée, là, ça vient je suis chercheur associé dans une chaire qui est gérée par Grenoble École de Management, qui s'appelait chaire Digital Natives, où on s'intéressait à la jeune génération et l'info numérique, peut-être qu'on en reparlera, et qui s'appelle maintenant, qui va s'appeler, c'est pas encore définitif, mais les talents de la transformation digitale. Et dans le cadre de cette chaire, on a réalisé avec ma collègue Caroline Cuny une étude au début de l'année dernière, à laquelle Amplitude a participé, sur les situations de sursollicitation numérique, ce que les Québécois appellent l'infobésité, un mot assez joli. Et on s'est aperçu, grosso modo, qu'il y avait 3 types de situations qui étaient globalement assez difficiles à gérer par les individus à leur poste de travail. Donc, évidemment, les situations de surcharge, comme j'expliquais tout à l'heure, elles dépendent de l'activité qu'on est en train de réaliser. Il y a des activités qui sont plus complexes intrinsèquement que les autres, et notamment les situations dont je parlais, qui nécessitent le maintien actif d'un état transitoire d'un problème. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un état transitoire d'un problème? Je vais prendre un exemple assez simple, auquel je pense, puisque moi, j'ai une fille qui est en CM2, là, et récemment, pour l'aider à faire ses devoirs, j'ai dû refaire une soustraction à la main. Je ne sais pas si ça t'est arrivé. Ils sont encore jeunes. Voilà. Il faut quelques années pour me préparer. Mais on n'est plus tout à fait habitué à ça. Alors, c'est tout à fait faisable en s'y remettant, mais souvenez-vous, faire une soustraction à la main, ça nécessite par moment de poser une retenue. Et cette retenue, c'est tout à fait ça, un état transitoire d'un problème. C'est-à-dire qu'il faut maintenir active cette information jusqu'à ce qu'on pose sa retenue. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si on a une source de distraction avant qu'on ait posé sa retenue, on se plante. On est obligé de reprendre sa soustraction avant. Et c'est une énorme perte de temps. Donc, mais globalement, voilà, c'est ça, le caractère
difficile d'un problème au niveau cognitif, c'est quand ce problème nécessite le maintien de tout un tas d'infos, tout un tas, soyons très modestes, ça peut être 2, 3 infos en même temps. Et là, on atteint très vite les limites de notre cerveau. Deuxième élément qui fait le lien avec mon histoire de soustraction, là, c'est la gestion des urgences. Ça, c'est vraiment peut-être finalement la problématique majeure en entreprise, hein, c'est que on est tout le temps dérangé, enfin, tout le monde est tout le temps dérangé, on peut se poser la question, je ne sais pas, à vous de votre côté, toi Philippe, combien de temps dans une journée vous disposez de temps sans aucune interruption. Et quand je parle d'aucune interruption, c'est pas de collègues qui débarquent dans le bureau, pas de bip bip de SMS, ni d'informations push, de mails, etc. Je pense que pour la plupart d'entre nous, on est dans de la minute, hein, quelques minutes, on est absolument. Voilà. Et ça, c'est vraiment un problème, notamment lié aux outils numériques. C'est-à-dire que toutes les infos arrivent sur le même plan et tout paraît du coup urgent. Ça ne fait plus du tout la différence entre la notion d'urgence et la notion d'importance. Et ça, c'est vraiment très difficile à gérer par notre cerveau qui a tendance à se laisser à traiter tout au fil de l'eau, à gérer, enfin, avoir l'impression que tout est urgent alors que tout n'y est pas forcément. Troisième élément, c'est période réfractaire et dérive attentionnelle. Oui, alors ça, c'est quelque chose d'un petit peu plus surprenant et auquel on ne s'attendait pas forcément. C'est le fait, typiquement, tu me parlais de ton aversion, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais pour la compta, mais ça peut être aussi le cas donc, je sais pas, imagine que dans ton activité de dirigeant, tu as quand même des moments où tu dois te plonger là-dedans et tu as des échéances. Imagine donc, voilà, tu as une deadline. Une fois que tu as terminé ça, tu es content de toi, tu as réussi quand même à mobiliser suffisamment de ressources pour réussir ton activité liée à la compta. Une fois que tu as fini, ton cerveau il a besoin d'un moment pour se relâcher. Et souvent, ce moment, on l'utilise très mal. C'est-à-dire que quand on va voir sur le terrain, on s'aperçoit que les gens, ils se relancent instantanément dans une autre activité, mais pendant le quart d'heure qui suit, la deadline, eh bien, il y a une espèce d'activité un peu de cliquage compulsif là, sur les écrans. Il ne se passe pas grand-chose, mais les gens n'ont absolument pas conscience du fait qu'ils sont un peu en train de perdre leur temps, en quelque sorte. Et du coup, ce temps-là, il vaudrait mieux directement l'allouer à un petit temps pour soi, à des petits moments pour soi, qui permettrait de remobiliser des ressources pour traiter par la suite les infos de manière beaucoup plus constructive et positive. Donc, savoir prendre du temps pour soi et faire des pauses et être conscient aussi de la nécessité et de ne pas être en permanence en activité à 100% parce que c'est pas efficace. C'est pas efficace. Donc, en gros, pour dire les choses de manière un peu abrupte, la version un petit peu ancienne, j'espère, du management qui consisterait à vouloir charger les gens absolument à 100% en disant je suis un bon manager, il n'y a pas de perte en ligne, elle est complètement illusoire et elle a aucun résultat, elle ne correspond en tout cas pas du tout à la manière dont un cerveau fonctionne. On doit obligatoirement intégrer dans l'organisation d'une activité des moments dans lesquels on est moins performant parce qu'on a besoin de remobiliser des ressources, on a besoin de faire des traitements pour soi. Le cerveau a besoin de faire des combinaisons entre les infos. Et ça peut se faire que dans des situations dans lesquelles on n'est pas en train de s'intéresser spécifiquement à une activité. C'est tous ces travaux, toutes ces réflexions, toutes ces études que nous intégrons et que nous utilisons notamment dans nos formations gestion du stress, gestion du temps, et puis tu en parlais à l'instant, bien évidemment, management. Alors, il y a une question, on va revenir un tout petit peu en arrière, il y a une nouvelle question qui est posée via le chat et qui parle de ces fameuses pauses et de ces décisions de pause. Voulez-vous dire que la détente est efficace si elle est décidée, pas compulsive? C'est confirmation. C'est exactement ça, tout à fait. C'est vraiment une question de sélection en conscience de l'activité que l'on réalise. Voilà. Alors, cette étude réalisée auprès d'entreprises, auprès d'étudiants, a été conclue par un certain nombre de préconisations qu'on va partager avec vous maintenant quelques-unes sur, en tout cas les principales, sur comment économiser ses ressources intellectuelles. Alors, je dirais surtout comment les économiser facilement. Parce qu'il y a des choses plus complexes à mettre en œuvre, mais
Peut-être que la chose la plus simple à mettre en œuvre, c'est supprimer les interruptions. Attention à ça. Je ne l'ai pas dit, hein, je crois, mais le coût réel des interruptions au niveau attentionnel, c'est 30% en moyenne. Ça veut dire que quand on est en train de s'intéresser à quelque chose, qu'on réalise une activité principale et qu'on est interrompu par une activité secondaire, on va en moyenne mettre 30% de temps en plus à réaliser son activité principale une fois qu'on a déduit le temps de réalisation de l'activité secondaire. Ce surcoût, c'est juste le temps, en quelque sorte, de se remettre dans le bain, de réallouer ses ressources sur la tâche sur laquelle on était en train de travailler. Typiquement, quand l'interruption elle arrive au mauvais moment, je parlais de la soustraction, de la retenue que je dois maintenir dans ma tête, si ça arrive à ce moment-là, c'est pas 30%, c'est 50%. Ouais, il faut que je refasse tout à l'heure. Si évidemment l'interruption arrive là encore dans une phase plus automatisée, plus routinière, le coût est moindre, évidemment, mais en moyenne, c'est quand même 30%. Si vous supprimez toutes les informations, les notifications, les informations push qui arrivent sur vos smartphones, ordinateurs, etc., les petites fenêtres pop-up qui vous indiquent l'arrivée de nouveaux mails, c'est globalement 30% de temps en plus pour traiter vos mails si vous adorez traiter vos mails. Là, je parlais tout à l'heure de la gestion du temps et de la gestion du stress, mais voilà typiquement un exemple très concret, facile à mettre en œuvre. Je regarde mes mails à 8 h en arrivant le matin, je les regarde à 10h30, je les regarde à 12 h. Et j'arrête de croire que si je ne réponds pas dans l'heure, la Terre va s'arrêter de tourner. Voilà un moyen de gagner de la sérénité et de l'efficacité. Oui, voire même si on est stressé du mail, il vaut mieux relever une fois toutes les 20 minutes, là encore de manière proactive, en choisissant de le faire, plutôt d'avoir ce flow ininterrompu qui arrive en permanence. Alors, ça fait penser aussi au bureau ouvert. Je parle pas de l'open space, mais je parle d'un espace privé. La porte toujours ouverte signifie une forme de disponibilité, et pour autant, est-ce que du coup, c'est pas dangereux pour celui qui est en permanence possible d'être sollicité? Voilà, enfin, que ce soit par l'information numérique ou par de la distraction via des collègues, collaborateurs, je crois qu'il faut établir des règles, que ces règles soient bien comprises par tout le monde dans l'entreprise, mais effectivement, j'ai tout à fait le droit et je dois avoir le droit de fermer ma porte lorsque j'estime que j'ai besoin d'un moment pour moi, sans que ce soit perçu comme un signe de mauvais caractère ou de mauvaise volonté par mes collègues ou collaborateurs. Le tout, c'est d'expliciter ça. Une fois que c'est explicité, ça pose plus de problème. Des codes à évoquer et des process à mettre en place entre les collègues. Et là, je m'adresse à tous les collègues managers qui parfois vont aller de façon systématique chercher de l'information en temps réel. J'ai besoin du dossier durant tout de suite. Pensez à ce qu'évoquait Gaël et pensez au temps que vous gagnez vous, mais surtout au temps que vous faites perdre à vos collaborateurs. Et donc en matière d'efficacité, en matière de stress, en matière de qualité de vie au travail, et puis bien sûr en matière managériale, l'exemplarité qui est quand même le moteur numéro 1 du bon fonctionnement d'un manager. Voilà sur les interruptions, éléments de vision globale de la situation. Alors ça, c'est particulièrement intéressant. Alors, c'est intéressant et surtout c'est un petit peu contre-intuitif en ce qui concerne la manière dont notre cerveau fonctionne. C'est-à-dire que globalement, pour dire les choses très simplement, notre cerveau c'est un outil, c'est une machine qui adore se focaliser sur les détails. On adore chercher la petite bête, clairement. Depuis qu'on est gamin, on nous apprend à chercher les 7 erreurs, etc. Souvenez-vous. Et ce faisant, le problème, c'est qu'un détail plus un détail plus un détail, et on sature complètement les capacités de notre mémoire de travail. C'est quoi notre mémoire de travail? C'est globalement notre mémoire vive à nous. Hein. C'est la puissance de nos processeurs. C'est un peu là que le bas blesse. Hein. C'est souvent là que les problématiques arrivent. On n'est pas très fort pour traiter plusieurs choses en même temps. Donc, on arrive très facilement à saturer cette mémoire de travail avec des détails. Donc, la bonne stratégie, c'est toujours de passer du global pour redescendre sur le particulier, alors qu'on a tendance à faire le contraire. Donc, je prendrai un exemple tout bête, mais d'une étude que j'avais faite il y a quelques années maintenant, mais je pense à ça, pour l'industrie automobile. Typiquement, dans l'industrie automobile, vous avez des intérimaires qui compensent les coups de bourre en quelque sorte, et vous allez placer un intérimaire à un endroit de la chaîne, et cet intérimaire, il va pouvoir travailler là parfois plusieurs mois, sans jamais qu'on lui ait donné l'opportunité d'aller voir au bout de la chaîne à quoi, au final, ce que donnaient les montages réalisés.
Ce qui fait que, en croyant gagner du temps sans en perdre, en lui montrant le bout de la chaîne, ben, on crée tout un tas de problématiques, c'est-à-dire qu'il y a des erreurs de montage qui sont simplement liées au fait que l'intérimaire, en faisant des erreurs à un moment donné, comme il n'a aucune conscience de ce que va donner la suite de son montage, il n'a pas suffisamment de recul pour s'auto-corriger ou pour prendre conscience de son erreur. Voilà un exemple concret, mais globalement, c'est très important de garder ça à l'esprit, de toujours passer du global pour redescendre sur le particulier. C'est le tailleur de pierre qui construit un mur ou qui bâtit une cathédrale. Et c'est ce que dans les formations management on évoque, c'est-à-dire la capacité et la nécessité de donner du sens, de jouer de transparence pour mettre en perspective les collaborateurs. Ça favorise l'engagement, ça favorise la motivation. La mobilisation de leurs ressources intellectuelles. Et la mobilisation des ressources, comme tu l'évoques. Troisième élément, l'art du compromis avec un linéaire de supermarché où là, il va falloir choisir pourtant. Oui, voilà, alors, je suis pas complètement, mon exemple n'est pas transcendant, mais il veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que j'ai pris cet exemple de supermarché, je crois que c'est le rayon frais là. Imaginez, évidemment, si vous êtes passionné par les yaourts, vous pouvez passer une demi-heure, voire 3/4 d'heure à sélectionner le meilleur rapport qualité-prix, la meilleure composition, etc. Alors, ce qui vous correspondra mieux, mais il faut juste bien comprendre que pendant qu'on fait ça, ça ne fait pas autre chose. Donc, la bonne stratégie dans l'entreprise ou dans son rayon de supermarché pour faire face à une masse d'infos que de toute façon, je ne suis pas capable de traiter de manière exhaustive, par moment, c'est de faire un compromis attentionnel. C'est-à-dire, j'ai peu de ressources à ça, je fais un choix parce qu'il n'est pas très risqué, par exemple, un petit peu au hasard. Je choisis le yaourt qui me va bien, au hasard, ou alors je prends tout le temps le même. Ce faisant, je libère des ressources pour traiter des choses qui vont me paraître à un moment donné plus importantes. Donc cette notion d'acceptation du fait que l'on n'est pas capable de traiter toute l'info qui nous parvient est vraiment primordiale. Enfin, là, je crois qu'on peut le dire, hein, la course contre l'exhaustivité, notamment de l'information numérique, elle est perdue d'avance. Donc acceptons de ne pas être capable de tout traiter pour se focaliser, pour choisir une partie de l'info qui nous paraît la plus pertinente. Alors, Yael, je voulais terminer cet échange par un scoop, puisque dans cette étude que tu as menée, il y a des résultats qui sont assez étonnants. Je veux parler de la capacité de concentration des fameuses générations Y et Z. On a coutume de dire, de lire, d'entendre, de partager dans les conférences et les ouvrages que cette génération Y a la capacité de se concentrer et de faire bien plusieurs choses à la fois. Or, l'étude que vous avez faite montre exactement le contraire. Oui, alors je suis un petit peu embêté parce que vous étiez avec Marie juste avant qu'on arrive, là, qui fait à peu près partie de cette génération complètement baignée dans le... Tu peux retirer de la peu près. Voilà, complètement baignée dans le numérique. Et oui, dans le cadre de la chaire, on a... D'ailleurs, si la chaire s'appelait Digital Natives, elle ne s'appelle plus comme ça maintenant, c'est globalement, on a laissé tomber un peu cette spécificité des jeunes, tout simplement parce qu'elle n'existe pas. On est un peu dans l'illusion et, à plus forte raison, les jeunes générations vivent dans l'illusion que les outils numériques leur permettraient de traiter tout un tas d'infos en même temps. Or, les résultats qu'on a obtenus toujours avec Caroline Cuny montrent que c'est absolument pas vrai. Ça veut dire que quand il s'agit de faire deux choses en même temps, les jeunes ne sont absolument pas avantagés par rapport aux générations plus anciennes. Et d'autre part, même quand il s'agit de zapper, c'est-à-dire de sauter du coq à l'âne, comme on pourrait le penser, hein, avec un usage intensif d'outils, on pensait véritablement qu'il y aurait quand même, les jeunes générations auraient pu mettre en place des stratégies qui leur donneraient un avantage là-dessus, mais on l'a absolument pas trouvé. Paradoxalement, les gens qui étaient les meilleurs en double tâche sur des activités en labo, qui sont réalisées en labo, dans lesquelles on demande deux réponses en même temps, c'est évidemment des jeunes, puisque globalement, ça c'est pas nouveau, les jeunes traitent plus vite l'info que les personnes plus âgées, mais c'était plutôt les jeunes les moins connectés. Alors, autant vous dire qu'on a testé 800 personnes en France, à l'heure actuelle, on a trouvé personne qui n'avait pas du tout accès à Internet, etc. Mais c'est une bonne nouvelle. Voilà. Mais on a quand même trouvé une cinquantaine de jeunes, c'est-à-dire des gens entre 18 et 20 ans, qui n'avaient pas de smartphone et qui n'avaient pas de compte Facebook. Ça veut dire qu'ils avaient un usage exclusivement professionnel ou pour leurs études des outils numériques, mais pas accro en quelque sorte. Et là,
Et ce sont ceux-là qui sont révélés plus forts en double tâche, bizarrement. Donc voilà pour vos adolescents, quelques messages à faire passer quand ils regarderont sur courage, hein. la télévision et leur smartphone en même temps. Vous pourrez citer Gaël. Si cet échange vous a intéressé, je vous invite à vous procurer le livre de Gaël, Pensez mieux, travailler moins, aux éditions Erol. Vous allez le trouver facilement à la FNAC. Vous verrez, ça se lit très facilement et c'est absolument captivant. Merci de votre participation nombreuse. Merci Gaël. Vous pouvez nous contacter sur les coordonnées qui apparaissent ici, Twitter ou via nos mails, nos téléphones. Et puis, vous signalez que notre prochaine webconférence traitera d'un autre sujet, sujet de développement de compétences, sujet de diagnostic managérial et plus particulièrement du 360 degrés. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation et je vous dis à bientôt pour notre prochaine webconférence le 5 avril. Merci, au revoir. Au revoir.